Bonsoir à toutes et tous. Et je sais que Bonsoir. vous êtes nombreux sur plusieurs réseaux. Il y a plusieurs Facebook Live et YouTube Live qui tournent en même temps et ça rassemble pas mal de monde. Avant tout, cette table ronde n'est pas déjà autour d'une table, vous l'avez remarqué, mais en plus, on la veut vraiment participative. Donc, dès maintenant, on vous invite à poser vos questions, à réagir à ce qui sera proposé par nos deux invités. L'idée étant de prendre au fur et à mesure les questions qui vous viendront ou les retours, les témoignages, les retours d'expérience que vous pouvez avoir sur donc le thème qui nous intéresse, l'hospitalité, dans le cadre d'un sujet particulier qui est celui du tourisme, et en prenant un exemple en particulier aussi qui est celui des plateformes et en particulier d'Airbnb. C'est vrai qu'on a plus l'habitude, quand on parle d'hospitalité, d'appliquer ce principe-là au champ des migrations humaines, je le disais tout à l'heure en introduction, et à la capacité, en tout cas, qu'a un territoire à accueillir des populations étrangères et immigrantes sur son sol. Mais quand on veut l'appliquer au tourisme, les tenants, les aboutissants de l'hospitalité, au final, sont quasiment les mêmes, hein, qu'on les attribue à l'accueil de migrants ou à l'accueil de touristes. On reste dans le champ de la bienvenue d'étrangers. Et à ce propos, je vous propose un premier aperçu là. J'espère que vous voyez bien mon écran en parallèle. J'imagine que oui. Le peintre Cesare Dell'Acqua, quand il a fait cette peinture, c'est ça qu'il considérait comme, alors c'est le titre, hein, l'hospitalité d'une villa Pompéi. On va garder un peu cette image le temps de l'intro, parce qu'on retrouve dans cette œuvre l'essence de l'hospitalité. Hein. C'est la capacité de bienveillance, de cordialité, en tout cas, d'un peuple, et la manière qu'il a d'accueillir des voyageurs étrangers qui de facto deviennent des hôtes. Et ce mot hôte est important puisqu'on reviendra un peu sur l'étymologie du mot hospitalité qui renvoie à hôte, mais aussi à hospice et à hostile. Et on aura pas mal de choses à dire dans une première partie. On comprend en tout cas que cette hospitalité, elle opère sur plusieurs dimensions. Sur le territoire, la manière dont il va être aménagé, on le voit peut-être moins sur cette peinture-là, mais voilà, c'est important quand on arrive sur un territoire de sentir ou non ce degré d'hospitalité. Il opère sur une deuxième dimension qui est la population, donc c'est cette capacité de bienveillance et d'accueil. Et sur une troisième, quand on le prend par le prisme du tourisme, que sont les services, ceux qui font l'interface entre habitants et visiteurs, c'est-à-dire ceux qui hébergent, ceux qui nourrissent, ceux qui divertissent, etc. Donc avec nos deux invités, on va se demander comment est-ce qu'on va, au-delà des offres d'accueil hyper standardisées que le tourisme de masse a développées, contrevenant parfois au principe d'hospitalité, comment les plateformes d'hébergement type Airbnb ont chamboulé les imaginaires de l'hospitalité, se sont imposées de manière assez fulgurante dans le paysage touristique moderne. Et enfin, évidemment, comment la crise liée au Covid-19 a bouleversé le champ de l'expérience touristique de manière générale, mais celui de l'hospitalité en particulier. Donc, pour en parler, je suis ravi d'accueillir Guillaume Barral. Bonjour Guillaume. Bonsoir, pardon, c'est la nuit de la géo, c'est bonsoir. Bonsoir. Vous êtes géographe, prof de géo en lycée, et vous avez mené des recherches sur Airbnb en particulier. Ouais. On y reviendra. J'espère que je n'oublie rien dans votre profil. Non, non. Et Rodolphe, bonsoir. Rodolphe Bonsoir. Christin. Vous êtes sociologue, spécialiste de tourisme, et vous avez notamment sorti aux éditions Éco-Société un manuel de l'antitourisme. Alors, il y a eu 2 éditions de ça, et plus récemment, votre dernier essai intitulé « La vraie vie est ici », sous-titré d'une question « Voyager encore ?» point d'interrogation. Je vous remercie vraiment de participer à cette table ronde. Peut-être pour commencer, Guillaume, comment est-ce qu'on définit l'hospitalité précisément dans le cadre du tourisme? Ouais, alors on va commencer. Je vais vous donner mon avis à partir des recherches Ouais. que j'ai pu faire. Pour le coup, je dirais que l'hospitalité, déjà au sens large, c'est le partage de chez soi. C'est le partage de ce qui fait notre intimité, notre vie quotidienne, si on se place en tout cas du point de vue de l'hôte. C'est la partage alors du lieu qui est le nôtre, de notre habitation par exemple, de notre immeuble, de notre quartier. Donc je dirais qu'il y a une dimension déjà très sensible de l'hospitalité. Et puis c'est la rencontre de 2 personnes, ou en tout cas de 2 groupes sociaux. Alors on pourra en discuter, qui sont souvent assez similaires malgré tout. Et avec le partage justement de ce chez-soi,
de ce lieu, il y a deux points de vue du coup, celui du touriste et celui du voyageur d'une part, et celui de l'hôte d'autre part, pour ce qui est de l'hospitalité, avec je dirais que tout d'abord on a le touriste qui cherche à voyager pour rencontrer l'autre, pour trouver une forme d'exotisme, si on veut reprendre les termes d'Edouard Saïd à propos de ça, pour se confronter à un ailleurs, etc. Et puis de l'autre côté, on a finalement l'autre qui est plutôt dans une logique d'accueil et de proposition, alors on va dire d'une expérience en quelque sorte, et qui sera justement plus ou moins cadrée alors par des critères ou des standards, et c'est ce qu'on pourra après justement pouvoir en discuter, des standards hôteliers ou des particuliers à l'inverse, des couchsurfers ou des hôtes Airbnb, enfin voilà. Et donc dans l'ensemble, je dirais que je suis assez d'accord avec l'approche de Michel Agier, c'est qu'au départ, en fait, l'hospitalité, il y a quand même un aspect assez sacré. C'est-à-dire que l'hospitalité, au départ, en tout cas, si on regarde d'un point de vue historique, c'est dans les sociétés grecques et romaines, par exemple, comme vous me l'avez montré à propos de l'image qu'on a vue juste avant, c'est voilà, on avait des Grecs ou des Romains qui accueillaient un voyageur de passage, qui cherchait l'hospitalité, et cette personne était considérée comme un envoyé des dieux. Donc il y a quand même cette idée, voilà, que l'hospitalité est quelque chose de sacré. Après, si on regarde aujourd'hui un petit peu comment ça peut se percevoir, je dirais qu'il y a trois types d'hospitalité, en fait, vraiment, qui se déploient, en quelque sorte, aujourd'hui. Et je reprends pour cela la thèse d'Yves Sinotti. Il y a l'hospitalité territoriale, donc là, qui recouvre plutôt les gestes hospitaliers des résidents d'une destination vis-à-vis des touristes, donc c'est assez général comme hospitalité. Après, on a de l'hospitalité domestique, donc c'est partager sa résidence avec un touriste. Et puis après, on a une hospitalité d'ordre plus commercial. Et en fait, là, on peut se demander si c'est de l'hospitalité. On va pouvoir le questionner. Parce que finalement, on peut difficilement partager un chez soi parce que chez des hôteliers ou dans des restaurants. Donc voilà. Voilà ce que je peux dire en tout cas sur l'hospitalité. C'est bien que vous pointiez ça parce que, Rodolphe, il y a une particularité, il y a une différence aussi sémantique entre deux langues, l'anglais et le français. Les anglo-saxons, vont dire hospitality. Et nous, on va dire hospitalité. Sauf que hospitality, à l'anglo-saxonne, vous demandez ça à un anglo-saxon, il vous répondra hôtellerie, restauration. Manière de s'approprier le terme pour l'industrie touristique, dans une perspective marchande, et de contraindre l'hospitalité dans le cadre anglo-saxon à des aspects commerciaux, économiques, industriels aussi. Est-ce que vous diriez que cette hospitality, pour continuer la réflexion de Guillaume, a infusé et redéfini la place de l'hospitalité sur les autres territoires, chez nous en particulier? Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'on peut remettre en cause le terme. Alors là, une des versions du terme d'hospitalité qui contient la notion de gratuité aussi. C'est-à-dire qu'on accueille, on ouvre les portes de sa maison à celui qui passe et qui est dans une situation de vulnérabilité, ce qui est un peu le lot de l'autre, de l'étranger, c'est-à-dire celui qui a quitté l'espace de ses familiarités pour être dans l'ailleurs. Et du coup, les sociétés hôtes ont prévu d'une certaine manière un principe d'accueil gratuit qui est de partager ce qu'on a avec l'homme de passage ou la femme de passage, compte tenu de cette vulnérabilité qui est la sienne. Aujourd'hui, avec le tourisme, qui est quand même la première industrie mondiale, je pense qu'on est dans une logique qui est quand même très différente et qui est donc pleinement dans la définition plus anglo-saxonne de l'hospitalité, c'est-à-dire une prestation de service qu'on propose à quelqu'un qui arrive dans un but bien précis qui est de visiter, de découvrir, de profiter d'un territoire avec toute une gamme d'attractions qui lui sont proposées. Quand je parle de proposer, il faudrait quand même préciser en disant vendu. Et donc on est bien dans une approche quand même avant tout commerciale qui vient quand même modéliser cette définition de l'hospitalité. Et est-ce qu'on peut dire d'un commerçant qui tient un magasin qui a pignon sur rue qui fait preuve d'hospitalité lorsqu'il accueille un client? Moi, je ne suis pas convaincu que le terme soit approprié pour définir ce type de relation-là. Et aujourd'hui, le tourisme est devenu une prestation de service. C'est pourquoi je pense qu'on peut tout à fait maintenir le terme d'hospitalité dans la situation de l'accueil des migrants, qui me paraît plus proche de la première définition que sur le champ touristique, où là, on est vraiment dans une démarche d'accueil de gens qui ont les moyens de s'offrir une prestation de service, de s'offrir un hébergement, de s'offrir une prestation de restauration, face à d'autres qui sont là pour leur vendre un service. Et
dans ce cadre-là, je trouve que le terme est quand même très utilisé et de plus en plus dans des stratégies marchandes et d'accueil comme un champ sémantique associé au tourisme bienveillant, au tourisme responsable, etc. Donc, le tourisme et l'industrie touristique, même dans le cadre de son renouvellement après le Covid-19, va continuer à se saisir de ce principe d'hospitalité en disant l'expérience sensible que vous, voyageurs, vous allez vivre chez nous avec les locaux, avec notre territoire, sera telle que entre guillemets, vous vous sentirez chez vous. Est-ce que c'est là-dessus que l'hospitalité se joue aujourd'hui dans le tourisme, comme à la maison? Alors, je peux répondre là-dessus, mais je vais parler justement d'Airbnb, donc je voudrais pas brûler des étapes. Mais il y a eu cette idée-là au début de Airbnb où des gens qui avaient des locaux qui se prêtaient à l'accueil de visiteurs les offraient en disant nous on va faire quelque chose d'alternatif à l'hôtellerie classique, à l'accueil de touristes classiques et les gens seront chez nous et on les accueillera comme à la maison. Avec l'idée qui s'est développée ensuite de vendre aussi de l'expérientiel. Du style je suis apiculteur, j'ai des ruches, venez avec moi, je vais vous montrer comment on s'occupe d'une ruche dans les Alpes de Haute-Provence et ça sera à la fois une expérience touristique et puis un partage de savoir-faire. Sauf que ça, avant, dans le voyage, on pouvait le rencontrer de manière aléatoire et hasardeuse, non planifiée, c'est-à-dire qu'on faisait une rencontre par hasard, la personne avait un statut, une activité particulière et vous faisait découvrir parce qu'elle vous accueillait au nom de peut-être d'une hospitalité, elle vous accueillait chez elle, elle vous faisait entrer dans son activité. Sauf qu'avec Airbnb et les développements et la systématisation économique d'Airbnb, tout ça, ce sont devenus des prestations de services qu'on va pouvoir planifier, qu'on va pouvoir acheter, qu'on va pouvoir... Et donc là encore, on a une espèce de marchandisation de quelque chose qui au préalable, qui a précédemment été gratuit. Donc ça montre bien aussi une évolution du tourisme qui est en train d'intégrer la vie quotidienne des gens où chacun peut devenir un opérateur touristique qui a quelque chose à vendre à un touriste de passage qui va pouvoir organiser ça de manière presque imprévue avec des smartphones, toute une logistique numérique qui va lui permettre d'improviser, mais en fait, c'est pas vraiment de l'improvisation, mais en tout cas d'avoir le sentiment d'organiser les choses à chaud, alors qu'en fait, on est vraiment dans une forme d'organisation marchande d'une prestation, quoi. Et Guillaume, allez-y, oui, je vous en prie. Oui, je voulais simplement ajouter à ça que je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Rodolphe pour ça, et je voulais rajouter justement qu'en fait, je pense que tout ça se fait aussi dans un contexte où il y a une bulle touristique qu'on veut, au-delà de laquelle on veut sortir finalement, on veut sortir des sentiers battus, si je peux dire, on veut sortir des bulles touristiques, on veut vivre comme un local, etc. Et alors je sais pas après si ça vient des touristes en tant que tel ou si ça vient plutôt des entreprises qui se développent. Moi, je pencherais plutôt quand même pour le fait que ce sont les entreprises derrière qui ont tendance à pousser dans ce sens-là pour ouvrir de nouveaux marchés et pour justement voilà. Mais il y a quand même cette appétence pour justement cette idée qu'on peut aussi faire du tourisme proche de chez soi et dans son voisinage pour s'aventurer justement et découvrir d'une manière différente ce genre d'endroit. Après, je veux pas non plus m'épancher sur ça parce qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais et vous disiez tout à l'heure en introduction, et je trouvais que ça résonne pas mal avec ce dont on est en train de parler, que finalement l'hospitalité, c'est accueillir un étranger, mais un étranger qui nous ressemble un peu. Je vais pousser un peu la question, et finalement l'hospitalité appliquée au tourisme, c'est accueillir un étranger, mais pas n'importe lequel, donc, et surtout pas sans date de fin. C'est peut-être ça aussi ce qui fait la différence avec l'hospitalité dans le cadre des phénomènes migratoires. Oui. Ou allez-y, Rodolphe, un peu n'importe. Non, mais... D'accord. Pour le coup, en tout cas, par rapport aux étrangers, c'est sûr que de toute façon, alors déjà, on parle d'étrangers, c'est global, mais en tout cas, il faudrait plutôt parler de touristes, je pense aussi déjà. C'est-à-dire que c'est des personnes qui se déplacent sur son espace de son quotidien, des fins d'amusement, etc. Et c'est surtout des personnes, effectivement, comme l'a dit Rodolphe tout à l'heure, qui ont les moyens de le faire. Donc, obligatoirement, ce sont des personnes qui ont un capital. Alors, on peut parler de capital économique, mais c'est aussi des personnes qui ont un capital social, un capital culturel, qui leur permet également de se dire, je vais pouvoir aller dans un ailleurs spécifique,
Donc là, et généralement, en fait, quand on a des pratiques d'hospitalité, on a la rencontre entre des hôtes et des touristes qui partagent généralement les mêmes codes, mais qui partagent aussi le même capital, qu'il soit économique ou culturel. Et là, le plus souvent, ne serait-ce que pour l'exemple sur Airbnb, ben, qu'est-ce qu'on a comme type de touristes? On a des personnes aisées, généralement masculines, des jeunes, ce qu'on appelle les millennials, généralement, et des personnes blanches. Et tout ça fait qu'on a un type finalement du touriste qu'on retrouve. Hein. Je parle d'Airbnb, mais on pourrait parler de ce type de touriste dans tout autre marché. Hein. Et ce qui fait qu'on a des discriminations finalement qui sont très fortes aussi. C'est-à-dire qu'on a, dans le cadre d'Airbnb, parce que là on a le choix, on peut faire le choix de qui on va décider d'avoir chez soi. Et voilà, donc on a vraiment une recherche d'entre-soi, je dirais, avec le tourisme et d'autant plus avec Airbnb aujourd'hui. Rodolphe? Oui, et puis on peut aussi se poser la question, est-ce que le but du touriste aujourd'hui, c'est de vivre comme un local? Je ne suis pas certain de ça, moi, parce que aller vivre comme je sais pas, moi, comme un mec, attention. On a beaucoup. Comment? Je dis attention, à qui vous allez prendre un exemple. Oui, tout à fait. Mais on va prendre un exemple bien français. À une époque, il y a eu toute la vogue du tourisme vert où les gens allaient vivre la multi-activité des agriculteurs qui allaient s'ouvrir au tourisme et développer tout un pan d'activités touristiques en complément de leur activité agricole. Très vite, on s'est aperçu que la demande touristique, c'était pas de vivre comme un agriculteur à la manière d'un agriculteur et avec les conditions de confort d'un agriculteur. Très vite, la partie réservée à l'accueil du touriste a dû réfléchir en termes de gamme de confort, en termes de prestations, douches, tout ça qu'il fallait mettre en place, parce que les gens n'avaient pas du tout envie de vivre comme un agriculteur français cévenol, par exemple. Ouais. Donc, il y a vraiment une condition liée au fait de pratiquer le tourisme qui est une demande quand même de confort. C'est-à-dire que le tourisme, c'est quand même un voyage d'agrément. C'est-à-dire qu'on est là pour se faire plaisir. Il y a une recherche d'hédonisme. On n'est pas là non plus pour endurer des conditions de vie particulièrement difficiles ou en tout cas rustiques et on n'a qu'à visiter des pays comme l'Afrique pour s'apercevoir que les touristes ne vivent pas à l'africaine. Moi, on a tous, peut-être pas tous, mais en tout cas, moi, j'ai vu des villages très sommaires où les gens vivaient dans des conditions de vie assez précaires, et le coin réservé aux touristes était tout d'un coup un niveau d'un niveau de confort, d'un niveau de luxe même, complètement dépareillé par rapport à la vie locale. C'est aussi ça le tourisme. J'ai presque envie de dire, c'est surtout ça le tourisme aujourd'hui. Alors justement, la question d'Étienne tombe à pic et elle nous permettra de conclure cette première partie sur l'hospitalité. Il vous demande en l'occurrence justement, est-ce que le tourisme responsable, éco-solidaire, qui a été évoqué lors d'une conférence Pop Science qui a eu lieu en février dernier, est-ce que ce tourisme-là n'essaie justement pas de revenir aux origines de l'hospitalité? Et si oui, avec quelles limites ou comment? Oh, la colle. Non, moi j'ai une réponse là-dessus. Oui, moi aussi j'ai un avis là-dessus, mais bon, allez-y. Ah bon. Non, pour moi, le tourisme solidaire, c'est certes un nouveau produit de l'offre touristique qui correspond à un type de clientèle bien défini, mais qui n'a pas vocation d'abord à remplacer le tourisme, c'est-à-dire qui s'ajoute au tourisme existant avec une clientèle particulière, une éthique, on va parler d'éthique particulière, une philosophie particulière. Mais est-ce que les touristes solidaires vivent comme leurs hôtes? Moi, je ne suis pas du tout convaincu de ça. Je pense que les hôtes savent très bien organiser une prestation dédiée à l'accueil de visiteurs dont ils connaissent a priori les attentes. Et je ne crois pas que dans le tourisme solidaire, on ait une immersion forcément plus authentique. Je vais utiliser à dessein le terme d'authenticité qu'un tourisme classique. Alors certes, bien souvent, on va peut-être dans des lieux plus isolés, moins massifiés au plan touristique. Mais on peut aussi réfléchir, est-ce qu'on n'est pas en train, lorsqu'on pratique ce genre de tourisme, de contribuer d'une certaine manière à la diffusion, à la pénétration du tourisme chez des gens qu'on tend aussi à transformer et à organiser en fonction de critères qui sont les nôtres et pas les leurs.
On y reviendra. Guillaume, ouais, pour compléter. Et en ça, oui, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, en termes spatial, on a une extension de l'écoumène touristique sans arrêt. C'est-à-dire qu'on a tendance effectivement à vouloir, en développement par exemple du tourisme responsable, éco-solidaire, etc., à vouloir développer ça aussi pour conquérir d'autres espaces au tourisme. Et c'est ce qu'on voit énormément aujourd'hui. Et je pense qu'au final, c'est aussi un vernissage en quelque sorte de parler de tourisme responsable, éco-solidaire, etc., par rapport à l'hospitalité et dire on retourne aux origines de l'hospitalité. Alors, on cherche à retrouver justement ces origines de l'hospitalité qui consistent à partager un chez-soi, quel qu'il soit, en termes d'espace ou en termes de population, ou en termes de pratique, hospitalière en tout cas. Mais justement, il y a souvent une construction aussi qui est faite autour de ça. C'est-à-dire qu'on a tendance à construire un chez-soi malgré tout, à chaque fois. Et je pense que ça, c'est quand même l'élément. Oui, voilà, c'est un vernissage en fait autour de ça, une sorte de greenwashing si on veut, avec ces termes-là. Vous savez, à titre de contre-exemple, un jour, je discutais avec quelqu'un qui m'évoquait la situation, un tourisme qui se développait au Maroc où les gens accueillaient chez eux. Et en fait, il m'a fait, ça fait réfléchir, il m'a dit quand les gens sont amenés à accueillir chez eux un visiteur, c'est qu'ils n'ont plus le choix. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment obligés de le faire parce que ça ne va pas de soi. Même dans la société la plus ouverte qui soit, ça va pas de soi d'accueillir quelqu'un chez soi dans ses espaces domestiques. C'est pour ça que bien souvent, il y a des espaces réservés aux gens de passage, qui sont pas forcément les espaces de la vie quotidienne des familles, mais des espaces réservés à cela. Donc là, on est toujours dans une pratique d'ouverture et d'hospitalité. Et c'est pas parce que on a ces espaces réservés à l'accueil de la personne de passage que pour autant les gens accèdent à l'intimité quotidienne des populations, quoi. On va passer à la deuxième partie. Il y a une question de A, qui est un pseudo, j'imagine, qu'on va garder pour la fin parce que c'est quelque chose dont on va parler à la fin. Mais je remercie en tout cas. Il y a plusieurs questions qui arrivent, mais c'est super. J'enchaîne sur la deuxième partie. On verra comment on y revient après dans la dernière partie sur les aventuriers notamment. C'est parfait. C'est des questions tout à fait pertinentes à ce propos. On va parler d'Airbnb parce que quoi qu'il en soit, des touristes, nous en sommes. Et il y en a beaucoup, 1,4 milliard en 2018 d'arrivées de touristes dans le monde. Et un mastodonte de cette industrie qui est Airbnb nous permet de comprendre le phénomène donc de l'hospitalité réappropriée par le tourisme. Et donc Guillaume, on va enchaîner avec vous parce que donc vous avez bossé sur le sujet et assez contre-intuitivement en fait, on en a parlé tout à l'heure, mais Airbnb a d'abord prospéré à l'encontre de ce modèle de destination mercantile artificielle. L'idée, c'était, on s'adresse à des voyageurs, pas des touristes, on les appelle des voyageurs en tout cas, on leur parle de découverte, on leur parle d'expérience, comme vous l'avez souligné Rodolphe, de localité, avec le mantra Be a Local, qui était leur slogan. Bref, on leur parle d'hospitalité en fait. En tout cas, dans la sémantique, en quoi cela est vrai, a été vrai, et quelle différence est-ce qu'on peut pointer entre cette intention initiale des Airbnb et la réalité d'usage de la plateforme. Et je vais partager votre slide en même temps. Ouais. Alors déjà c'est vrai qu'au départ Airbnb son slogan c'était chez soi partout dans le monde, c'est-à-dire voilà vivre comme un local, sortir des sentiers battus, des choses comme ça. Et selon eux en fait l'idée c'était un peu de sortir de l'idée on va pas partager le thé et les petits gâteaux avec son hôte, mais c'était plutôt de s'aventurer dans un voisinage qu'on n'aurait pas exploré, de résider dans des lieux ou des quartiers qui sont jusque-là plutôt résidentiels et pas forcément touristiques ou qu'on n'aurait pas connu sans cela, etc. Et de vivre une expérience qui serait proposée par l'hôte. Voilà. Et l'idée, c'était vraiment d'établir une intimité avec l'hôte, donc avec ses bibelots, ses œuvres d'art, avec tout ce qui fait vraiment sa personnalité, et de traiter à l'inverse le voyageur comme un invité, etc. Alors, je dirais que d'une part, on a certes des usages de la plateforme qui restent assez comparables pour une partie de ce qui est proposé sur la plateforme, parce qu'effectivement, on veut quand même malgré tout essayer de s'éloigner des formes d'hospitalité qu'on peut retrouver dans les hôtels. On veut s'éloigner des codes et des standards hôteliers malgré tout, renouer avec les locaux, etc. Sauf que de plus en plus, en fait, on voit qu'on veut rechercher ce qu'on appelle un service 7 étoiles.
Et c'est ce qu'on voit. Alors, justement, j'avais demandé à faire apparaître ça, ce badge super host, c'est-à-dire qu'on a des hosts qui sont estampillés comme étant les meilleurs hôtes, enfin les hôtes les plus hospitaliers. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait, ces hôtes les plus hospitaliers? Ça veut dire que de manière générale, ils ont tendance à bien accueillir, qu'ils ont une décoration qui est quand même recherchée, des photographies recherchées également. Ça veut dire qu'ils vont proposer aussi des annonces qui sont quand même tirées au cordeau de manière générale. Ça veut dire aussi qu'ils ont tendance à ne jamais annuler leur réservation auprès de leurs voyageurs. Il y a une qualité d'accueil, d'hospitalité. Et il y a aussi, à côté de ça, une sélection d'hébergement avec, alors là, qui n'apparaît pas, mais avec un autre aspect qui est Airbnb+, c'est-à-dire qu'on a vu aussi, à côté de ce badge Superhost, une sélection d'hébergements finalement qui répond à des critères de qualité, de design. Et c'est vrai qu'on aurait tendance à se dire, bah, au départ, oui, le prétexte était bon de se dire on veut s'éloigner des hôtels, mais finalement, on s'en rapproche de plus en plus avec des hôtes qui sont des sortes de micro-entrepreneurs, finalement, c'est-à-dire des personnes qui vont investir de leur argent et de leurs biens, qui peuvent être d'ailleurs multiples. On parlera de multipropriétaires en ces cas-là ou de multiloueurs. Et en ces cas-là, ça devient presque l'équivalent d'hôtelier, puisqu'ils auront plusieurs biens qu'ils vont proposer à la location. Et au final, on pourrait se demander où est la limite, si ce n'est dans l'encadrement finalement de cette pratique et surtout dans l'encadrement même de ces hôtes qui finalement n'ont pas les mêmes droits que les hôteliers. Si on regarde après en termes, il y a eu une législation sur ça avec la loi Elan pour encadrer, mais pour autant ils ne sont pas protégés puisqu'ils sont des micro-entrepreneurs au même titre que les hôteliers. Enfin bon, voilà. Rodolphe, pour enchaîner sur cette présentation de Guillaume, est-ce que, à l'image de ce que l'anthropologue Saskia Cousin, qui est spécialiste du tourisme, propose, est-ce que vous la suivez quand elle affirme qu'Airbnb a contrefait les imaginaires du voyage et insufflé un nouvel esprit au capitalisme? L'idée qu'un phénomène, que ce soit un phénomène économique global et mondial de capitalisme de plateforme, qui a trouvé dans le tourisme un sacré terrain de jeu. Oui, je suis d'accord avec ça. On peut dire qu'Airbnb a contribué à diffuser le tourisme sur des territoires où initialement qui n'étaient pas organisés à des fins touristiques, qui a contribué à intégrer la pratique touristique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce que tout le monde, avec Airbnb, tous ceux qui ont un capital suffisant pour pouvoir le proposer en tant qu'offre touristique, sont en capacité de le faire et finalement tous ces gens-là deviennent des agents touristiques potentiels et finalement ça contribue à développer encore plus l'industrialisation du tourisme. Et là on voit bien que comment une pratique qui au départ se pose comme alternative est en fait un segment de l'industrie touristique qui vient s'ajouter au reste du tourisme. Et qui alimente cette machine infernale du tourisme en prétendant faire autrement. Alors après, je ne sais pas quelle est la part de cynisme à la communication et qui prétend proposer une alternative alors en sachant tout à fait que derrière, il y a quand même une intention de faire du business. Et c'est aussi lié à toutes ces technologies numériques qu'on trimballe tous avec nous et qui nous permettent de composer nos activités, d'organiser nos existences, nos expériences, nos achats, y compris dans le domaine touristique, en passant par des plateformes. Et cette logique de plateforme, on la trouve aujourd'hui partout. Donc Airbnb, oui, a démultiplié l'imprégnation touristique de nos vies, quoi. Airbnb n'a pas créé de nouveaux voyageurs, si je vous suis. Elle a puisé dans le vivier de touristes potentiels et pris une part de marché considérable au bon moment par le biais du numérique. Guillaume, je passerai à la slide suivante à moins que vous vouliez compléter. Non, j'ai pas. Non. On va continuer notre réflexion, mais avant, je vois qu'il y a Coralie qui nous pose une question. Avec les conciergeries, de plus en plus sur Airbnb, il est plus difficile de parler d'hospitalité. Alors, je connais pas le principe de conciergerie, donc Guillaume, je vous laisse décrire. Le principe de conciergerie. Oui, tout à fait. Le principe de conciergerie, c'est juste qu'il y a des entreprises qui se développent. J'en avais interrogé une justement sur Lyon et qui ont tendance à gérer des biens immobiliers pour le compte d'autres propriétaires. Okay. Et à ce moment-là, effectivement, on se rapproche de maisons d'hôtes, d'hôtels, où c'est même plus la personne qui habite le lieu qui va accueillir, etc. Mais on a des conciergeries qui vont effectivement s'occuper de plusieurs biens. Et là, oui,
on peut difficilement parler d'hospitalité, en tout cas à partir de la définition de laquelle on est parti. Ouais, bien sûr. Et puis, est-ce que je peux ajouter aussi quelque chose ? C'est que Airbnb, là où ça s'est développé dans des villes, a contribué à écarter la vie locale et les habitants de toute une offre de logement qui n'était plus accessible, qui ne leur était plus accessible, et a contribué aussi à réserver des quartiers complets au tourisme et aux touristes. Donc là, effectivement, on est aussi dans une forme de ségrégation entre vie locale et vie touristique. Pour enchaîner sur cette réflexion, ça tombe à pic. Étienne nous demande, prolifique en question Étienne ce soir, diriez-vous que le modèle Airbnb a été dévoyé par l'ubérisation et désormais les autres doivent être invisibles comme des individus qui s'occupent de nos trottinettes, des vélos en libre-service, etc. Je ne sais pas si ça a été dévoyé par l'ubérisation. Je pense que ça portait déjà en germe ces éléments-là, hein. Avec le fait que ça prend quand même un capitalisme de plateforme au départ. Enfin, voilà, on tourne autour de l'idée que quand même on veut développer ce type de personnes qui mettent surtout en avant des images, parce qu'au final, ce qu'on garde d'Airbnb, c'est surtout des photographies de beaux lieux, de beaux espaces qui sont mis en image. Et les personnes, on les voit de moins en moins. C'est pour ça que oui, je suis totalement d'accord dans le fait que, je suis pas d'accord dans le fait que ça a été dévoyé. Je pense que ça existait déjà de manière préalable. Ça existait déjà. En germe, en tout cas. Si je peux rajouter, il y a une question de Joël Bello. Oui, qui est mon père. Je le salue. Bonjour, papa. Ah qui précise justement que l'hospitalité contient la notion de gratuité. Oui. Je dirais qu'on offre l'hospitalité. Et avec Airbnb, on n'est pas du tout là-dedans, quoi. Et pour autant, je dirais que l'hospitalité peut malgré tout se baser sur après des formes de non-gratuité, parce que justement, le fait qu'il y ait après de l'argent qui soit compris, ça ne veut pas forcément dire que c'est dévoyé, ça veut aussi dire qu'il y a un encadrement au moins de cette hospitalité qui peut exister au final en tant que tel, parce qu'on peut difficilement accueillir quelqu'un si on n'a pas de rétribution aussi parfois. On peut se poser la question de… Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis on peut aussi réfléchir en termes de don contre don, c'est-à-dire ne pas passer par des formes marchandes, oui. mais tout simplement d'échange. C'est-à-dire que je suis accueilli par quelqu'un qui va m'offrir un lit et un repas, et en contrepartie, je vais l'aider dans sa vie quotidienne, lui filer un coup de main ou je ne sais quoi faire. Après, on pourrait aussi bien se dire que le contre-don du geste d'hospitalité, ça peut être de l'argent aussi. Je rebondis pour ça se discute. Oui, continuer votre réflexion et on reprend la question de A, le fameux pseudo A. Est-ce que vous incluez le couchsurfing dans la réflexion? À parler du tourisme solidaire à cette époque, à ce moment-là, pardon, de la discussion. Mais est-ce que pour le coup, dans ce débat de don contre don dont vous parlez, le couchsurfing a une place particulière? On peut peut-être rappeler ce que c'est aussi au passage, hein, c'est le principe, pour le coup, d'offrir gratuitement, par le biais d'une plateforme sans frais, sans pub, un canapé ou un bout de lit ou une chambre à un voyageur. Je dirais que tant que ça reste gratuit, et oui, pourquoi pas. En fait, je dis souvent à titre peu de provocation, je dirais le véritable tourisme alternatif, c'est celui qui ne marche pas, c'est-à-dire que c'est celui qui n'arrive pas à attirer l'intérêt économique vers lui, quoi, parce que on est dans un monde où tout ce qui peut être exploité finit toujours par l'être. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui offre un canapé à quelqu'un de passage de manière ponctuelle, oui, c'est une forme de solidarité. Après, dès lors que ça devient un principe où on commence à industrialiser la chose, c'est là que ça commence à devenir problématique, quoi. Guillaume ? Après, pour rebondir, moi, quand je parlais de tourisme solidaire, j'entendais pas forcément, c'est vrai, le couchsurfing derrière. En tout cas, quand je le critiquais tout à l'heure, j'entendais pas ça. Par contre, en effet, je dirais que le couchsurfing en tant que tel, c'est quelque chose qui se base sur une idée de solidarité. On va s'entraider dans l'idée où on est dans une logique de don contre don, où justement on va pouvoir loger chez quelqu'un, etc. Mais effectivement, là, pour rejoindre ce que disait Rodolphe, après, typiquement, on a des choses des plateformes ou des idées dont on entend très peu parler. Par exemple, entre étudiants, il y a des plateformes qui ont été créées justement autour de ça et qu'on n'entend
Pas du tout, parce que justement, il y a pas ça n'a pas été pris à part par la marchandisation, par etc. Enfin bon, oui, effectivement, je dirais qu'on entend peu parler de ces choses-là, ce qui fait qu'on a tendance à croire que ça n'existe pas, mais ça existe et il faut juste savoir où le chercher après, surtout sur Internet, sur ce vaste. Oui, parce qu'Airbnb a quand même pris un peu toute la place là-dedans. Justement, Guillaume, dans un des papiers que vous m'aviez transmis, vous analysiez Airbnb comme participant à faire de l'hôte un entrepreneur de soi qui marchandise son espace domestique. Qu'est-ce que vous entendez par entrepreneur de soi? Déjà, j'entends ce que dit Foucault quand il parle d'entrepreneur de soi, c'est-à-dire que j'entends par là. Alors, au départ, en fait, je considère surtout qu'Airbnb, si vous voulez, c'est une sorte d'épistémé au sens de Foucault, c'est-à-dire que c'est un cadre général de la pensée qui est fondé sur une entrepreneurialisation des comportements et des individus qui amène en fait à faire en sorte, si on le dit plus simplement sur Airbnb, qu'est-ce qui se passe? Airbnb est fondé sur un système de notation et de commentaires sans arrêt. Et en fait, la plateforme va amener les individus à faire en sorte d'avoir de bons commentaires, de meilleurs commentaires, de bonnes notes, puis de meilleures notes, de belles photos, puis de plus belles photos encore. Et afin qu'ils puissent l'objectif, c'est quand même d'établir une confiance entre les locataires pour qu'ils puissent louer leurs biens. Et enfin, les locataires, je dis locataire, mais entre le touriste et l'hôte, pardon. Et ce faisant, en fait, ça fait de l'individu une sorte d'hôte calculateur, stratège, performant. Et finalement, ce que Foucault appelle un entrepreneur de lui-même. Et ce que j'ai voulu réutiliser à propos de ça, parce qu'en fait, la plateforme Airbnb, du fait de son fonctionnement même et de son design, en fait, oriente les conduites des individus et les oblige à finalement adopter ce même comportement. Et il y a même certains auteurs qui parlent de technologie de gouvernement à propos d'Airbnb, c'est-à-dire que ça fait des individus, finalement, des entrepreneurs individualistes, néolibéraux, qui sont soucieux de leur image, de leur réussite. Et c'est ce qu'on voit très bien avec le cas du Superhost, dont vous avez laissé l'image derrière. Hein. Pardon, j'y reviens. C'était ça qu'on montrait, voilà. Voilà, tout à fait. Et on le voit très bien avec le Superhost qu'on peut voir là. On voit peu l'image qui est en dessous, mais on a vraiment une construction de l'image autour de Airbnb qui est très travaillée, avec un intérieur quand même très photoshopé, enfin en tout cas avec un point de vue... Très Ikea, oui, on est dans un imaginaire... Voilà. Intéressant. J'ai oublié en fait de montrer peut-être qu'on peut utiliser ce tableau que vous m'aviez transmis aussi pour continuer notre discussion, Guillaume et Rodolphe. Peut-être que vous pouvez le commenter. Ce tableau présente le rapport entre le prix du loyer Airbnb et le prix du loyer en marché de l'immobilier classique et les différences qu'il y a, notamment en fonction de la petitesse du studio. Bref, qu'est-ce que ça dit de l'utilisation d'Airbnb et du fait que ce soit du capitalisme de plateforme et non plus de l'échange d'hospitalité? Déjà, simplement pour vous le dire, alors le tableau est quand même un peu à critiquer parce que les données que j'avais obtenues, vous voyez qu'on a parfois des taux de rentabilité qui sont 12 fois supérieurs, etc., à des loyers de marché. Bon, c'est simplement parce qu'il y a très peu de biens de type T3, T4, T5 qui sont loués sur Airbnb, ce qui fait qu'on a des écarts très importants. Bref, le plus important et ce qui est le plus intéressant par rapport à Airbnb, c'est le studio T1 parce que c'est ce qu'on a le plus et c'est là où on a le plus de données. Et en fait, de manière générale, effectivement, on voit que sur Airbnb, on a quand même des prix médians Airbnb qui sont 4 fois plus intéressants. Enfin, ça rapporte 4 fois plus, en tout cas pour la personne qui loue son logement sur Lyon, que s'il le louait de manière classique en tant que location immobilière sur le marché. Et j'ai oublié votre question. Non, c'était simplement de commenter ce tableau pour continuer la discussion parce que je trouve que c'est assez parlant. Vous, Rodolphe, ça vous étonne? Non, ça vient apporter des données à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand vous avez plus intérêt aujourd'hui à louer votre appartement à un touriste de passage qu'à un habitant du quartier qui a besoin de se loger pour travailler. On rencontre ça alors à Lyon, dans certains quartiers. On le rencontre aujourd'hui dans toutes les zones touristiques. Moi, il m'est arrivé d'investiguer en Corse et aujourd'hui, c'est très compliqué pour quelqu'un qui serait nommé comme jeune professeur dans un village corse de trouver au bord de la mer notamment, de trouver un appartement pour pouvoir se loger parce que tous les appartements sont réservés au tourisme qui est beaucoup plus rentable. Donc, c'est comment l'économie touristique vient se substituer à l'économie locale pour finalement la remplacer. Alors, quand tout va bien, on peut dire peut-être la renforcer, mais aujourd'hui, on est dans une situation où on voit bien que cette économie-là est en fait très fragile. Alors moi, je m'échine à le dire depuis presque des décennies maintenant,
parce qu'elle dépend de flux qui sont bien souvent extérieurs au territoire. Donc c'est une économie qui par principe est fragile. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec notamment la pandémie de Covid-19, on voit bien que le tourisme a reçu frontalement ce choc-là et a du mal à s'en remettre. Et les territoires qui ont trop misé sur le tourisme sont en grande difficulté. Donc voilà comment une économie vient remplacer toute une économie locale et l'intégrer justement dans son fonctionnement. Bien sûr. Et simplement pour rebondir sur ça, si je peux me permettre, Oui, bien sûr. en fait, à l'échelle de Lyon, c'est vrai que, alors vous avez parlé des lieux surtout touristiques, etc., mais dans les lieux résidentiels, alors je vais citer, je sais pas, la Guillotière par exemple, qui est un lieu où on a un taux de Airbnb qui a tendance à exploser en ce moment. J'avais rencontré justement une association qui a tendance à combattre vivement ça, parce que c'est vrai que ça a tendance à évincer des populations entières, mais aussi à mettre à mal tout un fonctionnement social local, parce qu'au final, on avait des populations, alors des populations racisées, mais aussi des populations, je dirais, peu argentées, ou qui étaient accueillies finalement dans des lieux qui étaient des squats ou des choses comme ça. Et ces lieux, petit à petit, sont réhabilités, où il y a une forme de gentrification finalement qui marque ces quartiers et qui est fortement liée à Airbnb, malheureusement. Et j'ai pu parler avec justement ces acteurs locaux qui me disaient que c'était une catastrophe pour eux, parce que le tissu associatif local est branlant à cause de ça aussi, parce qu'on a des gros acteurs qui investissent de l'argent dans l'immobilier et qui a tendance à mettre à bas un petit peu le fonctionnement habituel. Oui, il se pose la question de où vient le problème. L'aménagement et l'emprise du foncier, de la pression foncière, sur un territoire qui induit ces mouvements-là, et donc cette Airbnbisation, et donc la gentrification in fine, ou l'inverse, un secteur très gentrifié va de facto, puisque population plus adepte d'Airbnb va alimenter la propre destruction immobilière de son quartier. Je ne sais pas. Alors je pense que depuis la pandémie, certains de ces appartements sont revenus dans le marché locatif conventionnel, on va dire. Ouais. On fait le lien justement avec une nouvelle question. Étienne, on voit que le problème qu'a créé Airbnb à Venise, où les Vénitiens sont partis sur la terre ferme, l'économie touristique propose une nouvelle carte de l'économie locale. Comment on réagit à cette assertion d'Étienne? Étienne a raison. L'économie touristique tente à remplacer l'économie ou à l'intégrer, à la mettre sous sa dépendance. Alors quand même, ce qu'on observe malgré tout, c'est que ces dernières années, on a vu des phénomènes de résistance émerger. C'est-à-dire qu'on ne peut plus touristifier le monde avec autant de sérénité qu'avant. Il y a des projets d'aménagement touristique qui se voient contestés, et parfois les contestations l'emportent sur le plan juridique. On sent bien que on a des populations qui se révoltent entre guillemets contre cette mainmise de l'économie touristique sur leur territoire, sur leur mode de vie. Donc je pense que le consensus touristique, le consensus dont a bénéficié le tourisme pendant des décennies se fissure. Alors là, on est face à une crise aujourd'hui depuis un an, là, depuis la Covid-19, dont on mesure pas encore toutes les conséquences et comment on va sortir de ça si on en sort. Comment l'économie touristique, l'industrialisation touristique va se sortir de cette situation. Mais ce qui est sûr, c'est que ça vient en rajouter ça vient agrandir un peu ces fissures du consensus touristique, quoi. Oui, Guillaume. Pour réagir par rapport à ça, c'est vrai que par rapport aux Vénitiens, on en voit qui partent sur la terre ferme, mais pour autant, tout récemment, on a quand même vu aussi, après le confinement, et dans l'actualité, que la municipalité a encadré pour beaucoup le tourisme actuellement, et on voit que, par exemple, il y a eu une interdiction des paquebots qui ne peuvent plus rentrer dans Venise, etc. Et ce qui est salué par les Vénitiens. Alors après, est-ce que ça va ramener les Vénitiens dans Venise? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a des actions. Et puis après, pour rebondir aussi sur ce que disait Rodolphe, c'est vrai que malgré tout, cette touristification, cette mise en tourisme, elle est contestée. Et par exemple, dans le cadre lyonnais, si je peux simplement me permettre, moi, de ce que j'en ai vu, effectivement, à l'époque où on réfléchissait à la métropole de Lyon à mettre en place pour encadrer justement Airbnb à Lyon, il y avait quand même
le comité de quartier des Pentes de la Croix-Rousse et l'association de la Renaissance du Vieux-Lyon qui avait assez contesté la touristification de ces deux quartiers, donc Pentes de la Croix-Rousse et Vieux-Lyon. Pente de la Croix-Rousse, qui est quand même un quartier gentrifié, si on peut dire, ou en cours de gentrification bien poussée, et d'autre part Vieux-Lyon, qui est un quartier quand même beaucoup plus touristique et patrimonial, donc des quartiers quand même assez différents en termes de dynamique, mais pour autant, on a dans ces deux cas-là des acteurs qui se sont soulevés pour un petit peu contester l'Airbnbisation de ces quartiers, et je dis pas que ça a amené à ce que ce soit pris en compte totalement par la municipalité et la métropole de Lyon, pour autant, ça a joué en la faveur d'un règlement qui n'a pas été suffisant pour autant, mais d'un règlement malgré tout. Et vous faites bien tous les deux de soulever ce que vous, Rodolphe, vous appelez comme les prémices d'un consensus touristique qui s'effrite un peu. Effectivement, on peut citer les Calanques, le parc des Calanques, parc national des Calanques, qui fait une politique de démarketing et qui, depuis 2 semaines, là, ça y est, a fermé ses principaux accès par la route. On peut citer Amsterdam, qui a pour ambition de fermer ses coffee shops aux touristes étrangers, ce qui est quand même fort comme démarche. Ils ont enlevé leur fameux I Amsterdam, leur énorme sculpture. Ça y est, ils l'ont enlevé suite à de nombreuses contestations de la population locale qui se voyait déposséder de l'identité de leur propre ville. Ces mouvements-là viennent faire écho à ce que le Covid-19 va sans doute accélérer, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, on nous promet un tourisme d'après, dans un monde d'après, mais on va se dire qu'il ne faut pas être dupe non plus quant aux intentions qui vont suivre quand les vannes seront rouvertes. On le voit, la Grèce, notamment dans le cadre européen, on va le prendre en exemple, qui est une destination hyper dépendante au tourisme, pousse pour accélérer la mise en œuvre du passeport vaccinal, fait des offres touristiques et de la publicité à tout va auprès des populations européennes pour accélérer les réservations. Bon, j'ai quand même l'impression que les motivations à voyager vont changer. Et pourquoi pas les attentes d'hospitalité, d'autant plus que le tourisme n'a pas autant vocation qu'avant à s'accaparer l'essentiel du temps de loisir qui nous est disponible. Et c'est de ça que je voudrais qu'on parle. Je montre la slide dont on a parlé, Guillaume, parce que dans son acception originelle, dont on a parlé au départ, l'hospitalité, c'est pas seulement un loger, nourri, blanchi. C'est une expérience, vous l'avez dit, sensible avec l'autre, avec l'ailleurs, avec un autre territoire et avec une autre personne, un autre groupe de personnes. Est-ce que vous pensez que la crise du Covid puisse aboutir à un retour en force de cette hospitalité dans les pratiques de voyage? Donc on reprend, mais à quel point le Covid va pouvoir permettre ce type de mouvement? Alors je montre votre slide, si je la retrouve, ça y est. Non, c'était pas ça. Si, c'était ça. Oui, c'était ça. Ouais. Alors, je pense que déjà, il faut revenir sur ce que le Covid, enfin en tant que tel, et la situation a fait aux populations. Déjà, il y a eu un retour sur soi, je pense, avec le confinement, etc. Un retour sur notre espace proche, un retour sur là où on habite, etc. Et qui fait que peut-être il y en a certains se sont rendus compte, en effet, qu'ils voulaient voir leur quartier changer, leur ville changer. Et c'est pour ça que, comme vous l'avez dit, effectivement, on a certainement des coffee shops qui se ferment à Amsterdam ou autre. Parce qu'on a cette volonté aussi, je pense, de retrouver un meilleur cadre de vie, déjà. Ne serait-ce que pour soi, avant de penser aux touristes. Après, si on réfléchit au cadre de Airbnb, etc., y a plusieurs hypothèses, je pense, par rapport à ça. Et par rapport à ce que j'ai pu lire et par rapport à ce que j'ai pu constater. Déjà, certains chercheurs, et je suis assez d'accord avec eux, pensent qu'en fait, il se peut qu'Airbnb s'en retourne un peu à ce que c'était au départ. C'est-à-dire que ça consiste avant tout à proposer des espaces partagés à des personnes ordinaires, et moins, en tout cas de façon moindre, dans une version standardisée et capitaliste. Alors pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire derrière, surtout, je pense que les multi-loueurs, c'est-à-dire ce qu'on a appelé tout à l'heure les conciergeries, etc., c'est-à-dire que ces personnes-là qui avaient tout intérêt à louer leurs biens via Airbnb ont constaté qu'avec le confinement, avec les mesures qui ont été prises de limitation de déplacement, se sont dit c'est moins intéressant de louer son bien via Airbnb que de le louer de manière classique. Donc ils sont retournés, et c'est ce qu'a dit Rodolphe tout à l'heure, c'est-à-dire que ces biens retournent finalement sur le marché classique. Donc, on peut s'attendre à ce que Airbnb évolue dans ce sens-là. Donc, à ce qu'il y ait une légère baisse de la tension sur le marché locatif, du coup. Cependant, il y a aussi, ça pourrait du coup, on pourrait se dire que Airbnb deviendra alors l'antithèse de l'hébergement marchand comme les hôtels, etc. Sauf que, vous avez sauté la slide, je crois. Celle juste avant. C'est ma faute, pardon. Je suis sur 2 écrans en même temps. Il n'y a pas de souci. Et sauf que, en fait, à l'inverse, on peut voir malgré tout que sur Airbnb, qu'est-ce qu'on a?
Eh ben, on voit qu'ils mettent en place des expériences en ligne, des activités uniques animées par des hôtes exceptionnels sans sortir de chez vous. Et à partir de ça, on peut se dire, alors oui, soit ils vont retourner vers quelque chose de plus hospitalier, soit au contraire, ils vont évoluer et toujours rester dans ce cadre marchand. Et je pencherai aussi pour ce cadre-là en proposant toujours cette idée d'expérience. Parce qu'au final, ce qui est au centre maintenant d'Airbnb, c'est plus l'hospitalité, c'est l'expérience. Fait proposer une expérience, quelque chose d'expérientiel, de faire ressentir quelque chose à la personne qui arrive. C'est plus de partager un chez soi, parce qu'ils ont bien compris que je pense on s'en était éloigné, mais c'était de faire ressentir quelque chose, quel qu'il soit, une sensation, une expérience. Et pour le coup, là, c'est en ligne, parce qu'ils s'adaptent à la situation. Et je pense que ça va aller dans ce sens-là. C'est intéressant cette mutation du champ sémantique de l'hospitalité vers l'expérience. Rodolphe? Oui, en fait, on fait un pas en avant vers la marchandisation de tout, quoi, de l'existence même. Pour revenir à la question du démarketing, effectivement, c'est encore tôt pour le dire, mais un jour, il faudra bien qu'on fasse la balance entre le démarketing d'un côté et le remarketing de l'autre, ou le marketing de l'autre, parce qu'il y a aussi toute une idéologie chez les industriels du tourisme, c'est de dire, par exemple, pour ce qui concerne la France, 80% des touristes vont sur 20% du territoire. Donc, il existe une manne territoriale inexploitée qu'il faut aménager pour, d'une part, lutter contre la surfréquentation de certains lieux, parce que tout le monde va aux mêmes endroits. Donc, pour lutter contre ça, il faut redéployer le tourisme, donc les flux touristiques, vers des lieux qui jusque-là n'étaient pas très attractifs, en multipliant les infrastructures, en créant de l'attractivité. Mais là, on n'est pas du tout encore une fois, on n'est pas du tout dans une alternative au tourisme ou dans une forme de décroissance touristique à laquelle pourrait laisser croire le démarketing. En fait, on est vraiment dans une logique de toujours plus, c'est-à-dire qu'on a un territoire qu'il faut encore plus développer touristiquement pour pouvoir répartir autrement des flux touristiques dont on espère quand même qu'ils seront toujours plus nombreux. Donc cette logique-là qui prévalait avant la pandémie, je pense qu'elle est toujours dans les esprits. Et aujourd'hui, à cette logique vient se greffer la dimension, il faut voyager moins loin, il faut redécouvrir les territoires de proximité, qui dans l'absolu, moi je serais plutôt d'accord avec ça. Sauf que si on maintient ce capitalisme et qu'on le réoriente vers du local, on va se rencontrer les mêmes difficultés, ou en tout cas des difficultés, peut-être même d'autres aussi, mais des difficultés similaires à celles qu'on connaît, c'est-à-dire surfréquentation de certains sites, pollution, nuisances, conflits d'usage, et ça ne règle en rien les problèmes que le tourisme posait avant la pandémie, quoi. Ouais, dans votre dernier bouquin, je crois que c'est la 2e page ou la 3e, vous citez Marc Auger, qui est un anthropologue, je crois, qui a théorisé notamment la question des non-lieux. Là, vous le citez parce qu'il assène le lecteur à réapprendre à voyager, éventuellement plus proche de chez nous, c'est ce que vous disiez, pour réapprendre à voir. Bon, pourtant, l'ouvrage duquel ça s'est tiré, ça s'appelle L'impossible voyage. Du coup, est-ce que vous y croyez, vous, à cette reformulation du tourisme en autre chose, en un voyage, peu importe, et de l'hospitalité derrière ça? Est-ce qu'on y revient? Moi, je pense qu'une des conditions, en fait, la critique du tourisme, elle déborde largement la critique du secteur touristique, c'est-à-dire que, de mon point de vue en tout cas, c'est une critique du capitalisme et de ce qu'il est devenu dans son ensemble et de ce qu'il devient et de cette espèce de marchandisation généralisée de tous les aspects de l'existence, mais aussi de tous les territoires imaginables. Aujourd'hui, on sent bien aussi qu'il y a une poussée vers l'espace. Moi, je suis assez inquiet des initiatives de quelqu'un comme Elon Musk qui est en train de spatial. L'espace. Et on voit bien arriver quelque chose qui est une espèce d'utopie qui serait que lorsqu'on aura fini d'exploiter la Terre, on rendra beaucoup plus systématique l'exploitation de l'espace. Donc, pour moi, la critique du tourisme ne sera efficace que lorsqu'elle sera consciemment une critique du capitalisme, c'est-à-dire de tout un système, de toute une organisation. Mais une fois qu'on l'a dit, c'est assez facile à dire, mais c'est plus compliqué à faire parce que c'est une révolution culturelle, quoi. Tout à fait.
Je passe à la slide suivante qui va alimenter un peu la critique, la posture critique en tout cas. Guillaume, est-ce que quand on voit ça, vous m'aviez parlé d'une autre plateforme qui s'appelait Fairbnb, mais je trouvais que le message de celle-ci, qui est très intéressante en soi, mais je suis promis à plonger la tête la première dans ce genre d'initiative. Est-ce que pour vous, on peut et on doit sortir du modèle d'économie de plateforme? L'image que je vous montre, c'est une plateforme. Est-ce qu'on peut partager chez soi sans Airbnb ou sans réinventer un nouveau Airbnb plus vert? Et si oui, comment? Alors, je dirais que déjà, il faut sortir du modèle d'économie de plateforme, ça oui. Parce que l'idée, c'était bien au départ de promettre un monde voilà, qui est basé sur la disponibilité des biens ou des hébergements, par exemple avec Airbnb, avec une hospitalité simple et locale mise en avant, etc. Mais après, je dirais que le problème, c'est que ça reposait pas sur un véritable partage, en fait, avec ces plateformes-là. C'est-à-dire que ça reposait simplement sur la possibilité que des individus qui étaient dotés en capital puissent partager leurs propres biens. Donc après, oui, il faut sortir de ce modèle de capitalisme de plateforme, en tout cas comme l'a appelé Sébastien Olma, c'est-à-dire un capitalisme qui est basé sur ces plateformes-là. Par contre, je pense que c'est difficile de s'en passer. Difficile pourquoi? Parce que déjà, c'est facile d'utilisation. Utiliser une plateforme, on va sur Internet, tout le monde sait se servir d'Internet et aller ensuite sur ce type de plateforme. Et puis, il y a des garanties de sécurité qui sont proposées aux hôtes, aux voyageurs, et puis des garanties même en dehors de la sécurité, de se dire des garanties environnementales. Aujourd'hui, on dit que voilà, il faut faire attention à l'environnement. Là, c'est ce qu'on voit avec cette plateforme, avec le Paris-New York. C'est vrai que Paris-Marseille consomme beaucoup moins de CO2. Oui, tout à fait. Après, ça fonctionne quand même toujours sur une base de plateforme, etc. Sur une base aussi d'une plateforme qui brasse de l'argent et qui fonctionne à partir de cela, que ce soit Gringo, mais aussi Airbnb, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que ça prend certes des séjours qui soient responsables ou équitables ou autres, mais ça reste toujours avec une plateforme qui est monitorée et où on a après des individus auxquels on va proposer des biens à partir de... On en a parlé plutôt avec Rodolphe, mais à partir d'algorithmes, etc. Et tout ça fait qu'on reste finalement dans ce schème-là, dans ce même schéma. Alors quoi, on reprend le bottin, on retourne à l'office de tourisme, Rodolphe? À l'office de l'antitourisme, peut-être. Non, je pense qu'il faut réfléchir sur ce qui rend le tourisme aujourd'hui incontournable. Alors moi, je dis souvent que le tourisme, c'est cette espèce de réflexe du départ touristique pour oublier un peu sa vie quotidienne. C'est aussi le symptôme d'une vie quotidienne qui serait peut-être devenue tellement invivable qu'on puisse plus s'en contenter. Qui serait devenue terne, oui. Comment? Pardon, qui serait devenue terne, c'était simplement terne, peut-être oppressante, pas intéressante, ou en tout cas qui manque de signification, et du coup on va retrouver de la relation au monde, enfin on espère retrouver de la relation au monde, de la convivialité, un lien avec la nature, au loin, alors parce que peut-être on l'a plus chez soi. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui je tends à réfléchir en termes d'écosophie, c'est-à-dire de retrouver un rapport à l'environnement et à l'environnement conçu au sens large, y compris aussi à l'altérité, qui soit un peu plus peut-être réfléchi. Et je pense que tous les enjeux, je parlais tout à l'heure de révolution culturelle, mais ils se tiennent sans doute dans cette espèce de relation au monde. Alors c'est un peu une gageure de penser comme ça, parce qu'aujourd'hui, il se trouve qu'à titre personnel, plus je vais vers cette réflexion-là, et en même temps, la pandémie m'a coupé l'herbe sous le pied, parce que pile à ce moment-là, tout d'un coup, il faut porter un masque, il faut respecter des gestes barrières, on peut plus accueillir de monde, on peut plus se déplacer. Et du coup, c'est comme si il y avait une espèce de clivage, de barrière intellectuelle entre la réflexion telle qu'on a envie de la mener et la réalité telle qu'elle se présente à nous de manière assez frontale, quoi. Voilà, enfin, on est quand même face à des difficultés qui sont importantes. Alors, on ne doit pas se décourager. Moi, je trouve au contraire qu'on est dans des situations qui sont très stimulantes, mais qui sont déconcertantes, et c'est un peu un défi à relever, quoi. Hartmut Rosa, qui est un sociologue et philosophe, parle de rendre le monde indisponible. Il cite, je vais me permettre de lire, mais c'est pas la soif d'obtenir encore plus
en l'occurrence quand on parle du tourisme, d'en voir plus, mais la peur d'en avoir ou d'en voir de moins en moins qui entretient le jeu de l'accroissement touristique en l'occurrence. Et je trouve que ça résonne particulièrement avec vos propos. Donc ce sera une des recommandations du soir à Hartmut Rosa, rendre le monde indisponible. Mais d'ailleurs, je oui, voulais simplement rebondir sur ça. C'est vrai qu'Hartmut Rosa, lui, a tendance à dire que voilà, on est dans un monde qui s'accélère de plus en plus, qui va de plus en plus vite, et il a tendance, lui, à privilégier une éthique de la lenteur finalement par rapport à ça. Et je pense que ce serait peut-être bien, je pense que c'est bien et c'est important de peut-être essayer de réfléchir à ça. Alors, je ne sais pas s'il faudrait réfléchir à un tourisme plus lent ou à sortir du tourisme pour soi-même être plus lent ou être dans quelque chose de plus apaisé en tout cas. Et en ça, je rejoins totalement l'analyse d'Hartmut Rosa qui voudrait décélérer, parce que c'est vrai qu'on est dans un monde où on veut capitaliser, où on veut aller plus vite, où on veut aller plus loin, où on veut toujours plus, alors qu'il faudrait peut-être avoir moins pour être plus heureux soi-même et aller plus lentement. On va pousser la réflexion, essayer de revenir à ce qui occupait nos toutes premières questions de la table ronde. C'est le lien hospitalité-tourisme et hospitalité-phénomène migratoire. Admettons que le principe d'hospitalité se diffuse largement et supplante, Rodolphe, le seul principe de l'accueil touristique industrialisé. Faisons un effort d'imagination. Quoi qu'il en soit, est-ce que le tourisme aurait intérêt à s'ouvrir? Peut-être que c'est une porte de sortie intéressante, à s'ouvrir à ceux qui voyagent pas pour leur loisir, mais pour leur survie. Accueillir des non-touristes, quel pont on peut faire en gros entre tourisme et migration? Est-ce que accueillir des non-touristes, penser l'expérience d'accueil au-delà de la seule hôtellerie, de la location de vacances, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut partir pour cette réflexion des initiatives de réquisition d'hôtels pendant la pandémie pour héberger des migrants et des sans-abri? L'exemple de complexes touristiques aux îles Canaries qui, faute de touristes, accueillent des centaines de réfugiés qui en fait débarquent sur leur côte depuis plusieurs mois. Et finalement, ça marche. C'est un bon début, ça reste anecdotique. Est-ce que ça peut être une réflexion intéressante que de tisser des ponts entre les deux? C'est un exercice intellectuel pas facile parce que dans le phénomène migratoire, il y a un phénomène de nécessité de survie au fait de partir pour trouver une autre vie, une vie meilleure. On n'est pas du tout dans une logique d'agrément. Or, la définition du tourisme, c'est quand même une définition liée au voyage d'agrément. Mais néanmoins, dans les dernières années, on a vu aussi la confrontation brutale lorsque des migrants arrivaient sur une plage fréquentée par des touristes. Et du coup, la cohabitation de ces deux types de personnes déplacées devenait d'autant plus criante que d'un côté, on avait des gens qui étaient dans une forme de luxe, je mets luxe entre guillemets, mais en tout cas qui avaient suffisamment de moyens pour voyager pour le plaisir, dans une certaine promiscuité avec des gens qui étaient là, qui voyageaient par nécessité en prenant tous les risques. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que les premiers voyageurs, les premiers héros de l'imaginaire touristique, c'était aussi des gens comme Jack London, qui, lorsqu'il part, écrit ses livres, est d'abord quelqu'un qui voyage pour sa survie économique personnelle, notamment. Lorsque Jack London part, il ne part pas pour voyager, pour découvrir l'Alaska et voir de beaux paysages. Il part pour chercher de l'or, pour essayer, et si possible, en trouver, quoi. Donc, il y a une porosité peut-être entre ces types de déplacements. Je pense que les premiers héros de l'imaginaire touristique étaient des voyageurs qui voyageaient aussi par nécessité. Ouais. Mais aujourd'hui, les territoires de l'un et les territoires de l'autre ne sont pas forcément leur porosité ne va pas forcément de soi. Et je pense que ce sont quand même deux logiques différentes, c'est-à-dire réquisitionner des hôtels pour les offrir à des migrants. Je ne pense pas que ça puisse être considéré comme une nouvelle forme de logique touristique, quoi. Ouais. Non, c'était pour essayer de comprendre les liens qu'il pouvait y avoir entre les deux. Mais si je comprends bien, grosso modo, si l'un s'arrête, l'autre est possible mais pas les deux en même temps, quoi. Je ne sais pas si je vous suis, mais... Si on arrête le tourisme, nous vient l'idée de réquisitionner des complexes hôteliers immenses qui sont vides de touristes pour de toute façon accueillir des migrants.
S'il n'y avait pas eu de crise après, de la question qui se coronavirus. pose, c'est qui va payer, qui paye. Et puis, Guillaume? et puis on parlait de migration de façon générale. Après, alors moi j'ai simplement ajouté quelque chose dans le chat pour dire que en fonction de qui on parle, quand on parle de migrants, déjà je pense qu'il y a plus ou moins de nécessité de toute façon à être hébergé, à avoir besoin d'une hospitalité. Quand on parle de réfugiés, il y a une urgence. Quand on parle de migrants de travail ou quand on parle de migrants économiques ou de migrants liés aux études, je pense qu'il y a une moindre urgence. Je dis pas qu'il n'y a pas d'urgence ou qu'il n'y a pas de nécessité ou pas voilà, mais déjà, il faudrait, je pense. Et ensuite, je pense que vous avez cité quand même un cas en dehors des migrations, qui était quand même le cas des SDF. On en parle trop peu, pas assez. Et je pense que c'est important aussi de dire que l'hospitalité, c'est pas que pour les migrants ou pas que pour les touristes, mais c'est aussi pour les personnes qui sont chez nous, qui sont dans la rue, qu'on voit tous les jours, et des personnes. Et je pense que peut-être que pour relier la question de l'hospitalité à un autre grand terme un peu global, ce serait le droit à la ville et le droit au logement. Peut-être qu'il faudrait aussi réfléchir à un droit au logement, finalement, pour ces individus qui rejoindraient le cadre de l'hospitalité, de toute façon, puisqu'on est hospitalier envers des personnes, mais on les fait loger quand même dans certains lieux qui sont des logements, en l'occurrence. Et je pense que ce serait important de réfléchir à ce genre de choses-là. Alors après, est-ce que ce serait réquisitionner des hôtels? Est-ce que ce serait... J'ai pas la solution, je suis pas politique. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une nécessité de réfléchir autrement la chose. Hospitalité, droit au logement, droit à la ville, ce genre de choses qui sont importantes, en tout cas aujourd'hui. Et il y a peut-être aussi un autre droit, c'est le droit à l'errance. Oui. Je pense aussi que dans les populations sans domicile fixe, il y a des gens qui ne peuvent pas, qui peut-être ne veulent pas rentrer dans la norme de la sédentarité aussi, et de la vie assignée à un endroit, une fonction, et que c'est aussi ça que les déplacements viennent interroger et sur lesquels il faudrait réfléchir. Un droit à l'hospitalité et un droit à l'errance. Beau programme, vous avez de beaux papiers à écrire à Rodolphe et Guillaume. Mais peut-être que là, le droit à l'hospitalité et le droit à l'errance, ça pourrait peut-être être une manière de penser un futur du déplacement qui se déploierait en dehors justement de la norme marchande. Eh ben, merci en tout cas. Je crois qu'on a plus forcément de questions. On nous en fait plus remonter en tout cas. Il y avait tout à l'heure Hélène Chauveau, il me semblait, qui demandait quelle singularité de la ruralité dans ces enjeux touristiques. Ah, mais oui, Hélène, sur la singularité de la ruralité. Évidemment, pardon d'avoir loupé cette question. Qui veut répondre? Ah oui, non, mais c'est vrai que c'est intéressant. L'enjeu de la ruralité dans le tourisme et dans l'hospitalité. Et des différences à faire ou pas, ou alors... Je laisse la parole au géographe. Alors, pour reprendre la question d'Hélène, qui était la singularité de la ruralité. Déjà, quand on s'intéresse à la ruralité, on pourrait poser la question comme Michel Dussault, est-ce qu'elle existe encore? Alors oui, moi je vais partir du principe qu'elle existe encore, cette ruralité, qu'on peut quand même encore parler d'espaces ruraux, parce qu'il y a des spécificités par rapport aux espaces urbains. Et donc, il y a bien des spécificités, des singularités par rapport aux enjeux touristiques, liées peut-être, je sais pas, après, liées à la nature, liées on voit également se développer pas mal le woofing, voilà, qui se développe autour des fermes, etc., ce genre de déplacement. Après, faudrait peut-être être plus précis sur la question parce que j'ai du mal à voir à quoi elle voulait qu'on arrive en fait quand elle posait la question de singularité de la ruralité dans ces enjeux-là. Est-ce qu'il y a une différence peut-être d'hospitalité dans le tourisme entre un espace rural et un espace urbain? Oh, je pense pas. Est-ce que l'offre touristique rurale est moins vampirisée par l'économie de plateforme? Peut-être qu'on peut préciser un peu la question comme ça. Eh ben justement, je pense pas. Je pense que ça l'était peut-être il y a quelques temps de ça, mais en regardant, je vais toujours citer Airbnb, c'est parce que j'ai travaillé dessus aussi, mais quand on regarde Airbnb en ville, effectivement, il y en a beaucoup, il y a une concentration. Pour autant, les locations Airbnb, on en trouve de partout maintenant et à la campagne, et c'est justement toute autre chose qui est proposée, c'est-à-dire qu'on se place sur un autre marché qui reste malgré tout le marché des villas, par exemple, le marché de grands espaces ouverts sur la nature, sur les champs, sur l'agriculture ou des choses comme ça. Mais malgré tout, il y a une hospitalité qui est un peu vampirisée, on va dire, en quelque sorte. Et je pense qu'on retrouve le même type d'hospitalité entre ces deux espaces, mais qui ne joue pas sur les mêmes choses, parce qu'on est sur deux espaces différents et aux caractéristiques différentes. D'autres questions. Alors, on va prendre dans le fil de discussion, même si ça fait un peu désordre. On revient à notre sujet juste précédent. Que dire de l'expérience que vivent les personnes
et c'est intéressant, qui accueillent les migrants et qui, eux, vivent une vraie expérience d'échange et de partage culturel. C'est vrai on les a pas cités dans nos réflexions précédentes. Question rhétorique. Ça fait partie quand on parle aussi de voyager moins loin, ça fait partie des relations interculturelles et du contact avec une forme d'altérité culturelle qu'on peut trouver, qu'on peut à proximité de chez soi, parce qu'aujourd'hui on peut tous être confrontés à ce genre de rencontres. Au coin de la rue, on trouve ce genre de rencontres, et c'est cette forme de curiosité, d'envie de connaissance et peut-être même de dimension exploratoire de nos espaces quotidiens, qui sont peut-être pas si quotidiens que ça, et en tout cas pas si banals que ça, qui méritent d'être réenvisagés au regard de ces échanges-là qui sont possibles et qui sont bien souvent, qui passent souvent inaperçus, quoi. Après, il faut réfléchir aussi à, je pense, quand on réfléchit aux personnes qui accueillent les migrants, qui le fait? Est-ce que tout le monde le fait? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y en ait plus qui le fassent? Après, je pose des questions comme ça, c'est rhétorique, mais l'idée est surtout de dire qu'on a quand même un type de personne qui fait ça, et effectivement, ils en retirent beaucoup. Pour autant, je pense que ça profite à une minorité de personnes qui ne sont pas forcément dans les cadres du tourisme. Donc, ça ne va pas changer du tout la situation qui est celle qui est actuelle, même si effectivement l'échange est là et l'hospitalité est présente. Mais... Oui, c'est pas une alternative au tourisme. Mais en tout cas, pour certains qui seraient intéressés par la dimension exploratoire liée à la rencontre, on a là une dimension intéressante. Il y a des porosités entre la soif de découverte qu'il y a dans l'un et dans l'autre. Bien sûr. Donc merci Clémence, pardon, que je n'ai pas cité. Et après, il y avait encore Étienne Fogier, je crois, au-dessus. Et alors, Étienne, c'était au tout début, on a dit qu'on la gardait pour la fin. Il y en avait une autre plus récemment. Faut-il abandonner la posture du touriste, si c'est faisable, pour lui préférer la posture du voyageur ou l'expérience exotique? Mais je crois qu'on y a répondu. En quelques-uns. J'ai loupé pas mal de questions, je suis désolé, j'ai eu un trou au milieu. On en a parlé, je vais peut-être revenir à celle d'en haut, effectivement, parce que vous l'avez évoqué, ces figures des aventuriers, des explorateurs, qui aujourd'hui sont des aventuriers. Étienne nous cite Sylvain Tesson, Jean-Louis Étienne, Malicorne. Est-ce qu'on parlerait davantage d'hospitalité pour ces aventuriers s'ils existent encore de nos jours? Bon, il les cite malgré tout, mais... Allez-y Rodolphe, moi je répondrai après. On peut aussi considérer que ces aventuriers-là, et je mets des guillemets, sont aussi, Jean-Didier Urbain parle des troupes de choc, des flux touristiques pour lesquels ils ouvrent des pistes finalement. Je pense que Alexandra David-Néel, lorsqu'elle explore le Tibet et l'Himalaya, qu'elle écrit ses livres, ne se doutait absolument pas que quelques décennies plus tard, l'Himalaya serait encombré de déchets, de poubelles liées aux expéditions himalayennes, justement, on observerait des bouchons pour aller des embouteillages d'alpinistes pour aller conquérir l'Everest. Donc, d'une certaine manière, ce sont aussi les premiers de cordée de l'imaginaire touristique. Parce que derrière, dès lors qu'il y a une attractivité, on est dans un monde où des aménagements arrivent, des prestations sont vendues, et dès lors, on a une espèce de mise en exploitation de tous ces lieux-là. Sur les traces d'eux, et on n'a pas parlé, c'est pour vous relancer Guillaume, vous en faites ce que vous voulez, mais on n'a pas parlé d'Instagram et du rôle que ce type de réseau social et de valorisation de l'expérience personnelle, performance parfaite, type aventurière, développe. Déjà, pour rebondir sur l'idée... Est-ce qu'on ne parlerait pas davantage d'hospitalité pour les aventuriers? Je dirais pas forcément, parce qu'en fait, au départ, les aventuriers, ils partent pour quoi? Alors, peut-être pour découvrir, etc., mais il y a un côté aussi exotique, de se dire on va découvrir quelque chose d'exotique. Le problème, c'est qu'on part déjà du présupposé que c'est exotique, donc on va exotiser les populations qui sont face à nous. C'est l'analyse qu'en fait Philippe Stazac à propos de ça, l'exotisation des populations, et au final, on recherche pas du tout une hospitalité chez ces populations, on recherche des critères de se dire on va voir, je sais pas, je vais être très caricatural, mais on va rechercher des femmes nues et sexualisées, on va rechercher des hommes au corps d'athlète ou autre. Enfin,
Après, on va pas du tout chercher l'expérience d'hospitalité, etc. Au niveau de ces aventuriers, on cherche plutôt le sensationnel. Ça, c'est plus du côté d'Instagram en tout cas, mais je dirais qu'il y a quand même une grosse exotisation des choses et peu d'hospitalité au final, peu de fibres hospitalières en tout cas. Sur l'exotisme, Rodolphe? Oui, non, je pense que l'exotisme aujourd'hui, les catégories de l'exotisme sont aussi un peu malmenées ou en tout cas redéfinies par la mondialisation. C'est-à-dire, c'est un peu ce qu'on disait avec l'accueil de migrants, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous m'entendez. On a eu un petit bug. D'accord. Et l'exotisme, on n'est pas forcément obligé de partir très loin. C'est pas une catégorie objective en fait de l'expérience. On a aujourd'hui des écrivains notamment qui nous décrivent des échanges autoroutiers et des gens qui vivent là des échangeurs autoroutiers pardon et des gens qui vivent dans ces espèces de marge de la société urbaine dans des non-lieux, des zones grises. Et peut-être que l'exotisme et l'altérité, il est aussi ici. Et je pense que si peut-être il y a des aventures encore à vivre, elles sont dans ces découvertes-là, dans les interstices de la réalité. La micro-aventure dans les fissures de notre quotidien. Je ne sais pas si vous m'entendez encore ou si vous me voyez encore. Ici, oui. Ah, parfait. Moi, j'ai un bug de mon côté en tout cas, mais c'est pas grave. A priori, on me dit dans l'oreillette que ça fonctionne. Après, je voulais juste rebondir par rapport. Apparemment, on ne nous voit plus. Nous. Oui, par contre, vous deux, on vous voit plus. Ouais, voilà, d'accord. C'est pour ça. Mais je voulais rebondir par rapport. Je peux remettre une image. Ah. Je voulais rebondir juste par rapport à Instagram. Ce sur quoi vous nous lanciez tout à l'heure, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Ouais. Simplement pour dire par rapport à ça que, de toute façon, je pense que déjà Instagram, par rapport à ces interstices, justement, Instagram met en avant des photos de ces interstices déjà, les met en avant. Ça ne veut pas dire que ça va faire l'objet de tourisme, etc. Mais il y a quand même déjà de ces photos et on en voit de cette mise en image finalement de choses assez inattendues qui sont dans le quotidien, proches de nous, de façon à ensuite avoir des followers, des personnes qui vont aimer, etc. Et ça joue beaucoup sur là-dessus aussi, sur finalement ces fragments du quotidien ou ces fragments proches de nous et qui peuvent être attractifs. Et il s'agit essentiellement de mise en scène en plus. Bien sûr. On est sur du fake. Enfin, bon, tout à fait. Je fais un raccourci, mais on n'est pas loin de la vérité. Je pense aussi qu'il y a peut-être quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est la dimension initiatique de l'expérience exotique. On a eu une question qui faisait allusion au voyage et à l'expérience exotique. Alors moi, je crois qu'on peut aussi distinguer un tourisme qui est toujours lié à une forme d'organisation et de systématisation marchande d'un type d'expérience avec un autre type d'expérience qui serait plus lié à une dimension initiatique de transformation de soi et qui, elle, peut très bien se nourrir de choses pas tout à fait, pas du tout même attractives, pas du tout exotiques, mais au sens spectaculaire du terme, au sensationnel du terme, qui peuvent aussi arriver par accident, de manière complètement imprévue dans l'existence de quelqu'un. Et je pense que ces dimensions-là, néanmoins, sont à sauver dans l'expérience de l'altérité. C'est-à-dire, c'est ce rapport à l'autre au sens large, l'autre humain, mais ça peut être l'autre animal, l'autre de la nature, un rapport au vivant aussi qui peut être renouvelé et qui a la capacité, la puissance de nous chambouler dans nos repères et de nous faire découvrir d'autres pans de la réalité. C'est aussi ça, je pense, qui mérite d'être réfléchi dans la dimension du voyage, à proprement parler. Je vous remercie beaucoup. Alors, on vous voit plus. Je ne sais pas si vous pouvez réactiver, désactiver vos caméras pour voir ce que ça donne. En attendant, je viens de le faire. Ah ben voilà, super, ça refonctionne. Alors, en attendant, pour conclure, parce qu'on m'a confié la lourde tâche de clore la nuit de la géographie. Alors, j'ai 3 choses à vous dire. D'abord, pour aller plus loin dans la thématique qu'on a abordée et du tourisme en général, je vous conseille évidemment la lecture de votre dernier essai, Rodolphe,
Hop là, et je l'ai emmené pour faire comme à la télé. La vraie vie est ici aux éditions Éco-Société. Mais aussi plein d'autres bouquins. On a cité beaucoup. Guillaume était un féru de citations et de grands penseurs. Donc vous pouvez y aller. Hartmut Rosa également, son bouquin Rendre le monde indisponible est très intéressant pour prendre de la hauteur sur ces phénomènes-là. Mais aussi rester à l'affût de la sortie prochaine du 8e numéro de Pop Science Mag, qui est le magazine dont je suis rédacteur en chef, qui est édité par l'Université de Lyon. Fin mai, début juin, on va voir si on arrive à sortir à temps sur les nouveaux imaginaires du tourisme, et un article notamment où Rodolphe est ressource sur la décroissance touristique à l'intérieur, page 22 exactement. Oui, Guillaume. Et si je peux me permettre, il y a juste un livre peut-être sur Airbnb que je peux conseiller également sur ceux qui sont intéressés. Là, je vous le mets là, qui s'appelle Airbnb Story, pour le coup, qui retrace en fait l'histoire de Airbnb, comment ça a été constitué et ce que ça devient aujourd'hui. Ça a été fait par Leigh Gallagher, donc une américaine, et il y a eu une traduction en français. Et pour le coup, il est vraiment très intéressant pour comprendre Airbnb, en quoi ça consiste, ce que c'est aujourd'hui et ce que ça peut devenir. Ok, merci pour cette prescription. Rodolphe, une prescription pendant qu'on y est, un ouvrage. Non, moi, il y a un livre que je trouve très intéressant et qui est très connu aujourd'hui, mais c'est L'usage du monde de Nicolas Bouvier. Voilà, un livre de voyage qui est autre chose qu'un livre de voyage, justement. Merci beaucoup. Donc ça, c'était la première chose, des prescriptions et plein de choses à lire. Ensuite, la deuxième chose, c'est que les partenaires que sont de la nuit de la Géo, deux des partenaires de la nuit de la Géo que sont Pop Science, dont je viens de vous parler, et l'école urbaine de Lyon, vous proposent tout au long de l'année et dans les prochaines semaines et quasiment tous les jours plein de rendez-vous. Pop Science sur la partie culture scientifique pour tous les curieux de sciences, grand public, toutes disciplines confondues sur son portail web. Vous tapez Pop Science dans un moteur de recherche quelconque. Et aussi le festival Pop Science qui aura lieu en juillet prochain. Vous aurez toutes les infos sur le site. Et l'école urbaine avec chaque semaine beaucoup de productions, des émissions de radio, une veille médiatique, des cours publics. Les fameuses chroniques géovirales qu'on donnait lieu à un bouquin d'ailleurs de Michel Lusseau. Plein d'autres choses, une newsletter aussi pour explorer les mondes urbains anthropocènes, très intéressant, donc vraiment à découvrir. Troisième et dernière chose, la plus importante évidemment, merci à la Géothèque pour le formidable dynamisme déjà de l'asso, d'avoir aussi persévéré, continué et proposé cette nuit de la géo en temps de Covid. Vraiment, je trouve que c'est très plaisant. On remercie Cart-ONG, dernier partenaire également de la nuit, pour le montage d'un mappathon en ligne incroyable et de la réussite de leurs actions de manière générale. Et on espère surtout que on a des merci des participants. Super, tant mieux. Que l'année prochaine, on pourra se donner rendez-vous. Déjà qu'on sera encore partenaire, ça je l'espère, et qu'on se donnera rendez-vous en vrai avec des intervenantes, des intervenants en chair et en os et des bières, comme disait Hélène. On va finir sur ce joli mot. Bonne soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée. Merci. Bonsoir, merci.